Le Brexit, la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, on entend parler de ça tout le temps. Et tous ces grands titres nous rappellent à quel point les règles pour faire partie des clubs européens sont en fait absolument cruciales. Ce ne sont pas juste des papiers administratifs, Ça façonne le destin de millions de personnes et ça redessine littéralement la carte du continent. Mais alors, concrètement, comment un pays fait-il pour rejoindre ou quitter ces grandes institutions? C'est la question qu'on va creuser ensemble. Quelles sont les vraies règles du jeu pour entrer ou sortir du projet européen? Parce qu'il faut bien se rendre compte que ce ne sont pas des décisions qu'on prend à la légère. Pas du tout. Derrière chaque adhésion, chaque retrait, il y a des cadres juridiques ultra détaillés, des négociations marathons qui sont souvent très tendues et bien sûr des conséquences politiques et économiques tout simplement colossales. Bon, avant de se plonger dans les règles, il faut déjà savoir de quel club on parle. Parce que l'Europe en tant que telle, comme une seule institution, ça n'existe pas. En fait, le continent abrite plusieurs organisations bien distinctes. On va se concentrer ici sur les deux plus importantes, l'Union européenne d'un côté et le Conseil de l'Europe de l'autre. On les confond souvent, mais en réalité, leurs missions sont très différentes. L'Union européenne, avec ses 27 membres, est née d'un projet avant tout économique, qui vise une intégration très poussée. Le Conseil de l'Europe, lui, est bien plus large, avec 46 membres. Son but, c'est la coopération, principalement autour des droits de l'homme et de la démocratie. Et cette carte, elle illustre parfaitement cette complexité. Regardez bien, on voit des pays comme la Norvège qui sont très intégrés économiquement, mais qui ne sont pas dans l'Union. On voit la Turquie, membre historique du Conseil de l'Europe, mais dont la candidature à l'UE est, disons, au point mort. C'est ça, la réalité d'une Europe à plusieurs vitesses, un vrai patchwork d'appartenance. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le club le plus sélect, le plus convoité, c'est-à-dire l'Union européenne? Eh bien, accrochez-vous parce que le parcours est particulièrement exigeant. Tout part de là, l'article 49 du traité sur l'Union européenne. C'est la porte d'entrée juridique, la base légale de toute candidature. Il pose deux conditions de départ. Primo, être un État européen et secondo, respecter les valeurs fondamentales de l'Union, comme la démocratie ou l'État de droit. Sur le papier, le processus est un véritable parcours du combattant. Après la demande officielle, il faut un avis de la Commission, puis l'approbation du Parlement européen. Mais l'étape la plus dure, le vrai mur, c'est l'étape 4. Il faut l'accord unanime des 27 États membres. Oui, unanime. Ça veut dire qu'un seul pays peut tout bloquer. Et même si ce cap est franchi, la course n'est pas finie. Chaque Parlement national doit ensuite ratifier l'accord. C'est dire si c'est compliqué. Mais cette procédure, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai défi, ce sont les fameux critères de Copenhague. Le pays candidat doit prouver qu'il a des institutions démocratiques stables, une économie de marché qui tourne et surtout, la capacité d'intégrer ce qu'on appelle l'acquis communautaire. Imaginez un peu, il s'agit d'adopter des dizaines de milliers de pages de lois européennes sur absolument tout, de la sécurité alimentaire aux normes environnementales. C'est sur ce point que se jouent des années et des années de négociations. Bon, on a vu comment on entre, mais est-ce qu'on peut claquer la porte? Voyons maintenant la procédure de sortie. Alors oui, on peut. La procédure de sortie est définie par l'article 50 du traité, rendu mondialement célèbre avec le Brexit. Il dit en gros que tout État membre peut décider de se retirer, en suivant ses propres règles constitutionnelles. Et une fois que la décision est notifiée à Bruxelles, un compte à rebours de 2 ans se met en marche pour négocier un accord de retrait. Le cas du Brexit, c'est l'exemple parfait de l'article 50 en action. Après la notification en mars 2017, les négociations étaient tellement complexes que le délai de 2 ans n'a pas suffi. Il a fallu que tous les autres membres soient d'accord à l'unanimité pour le prolonger. Le retrait n'est finalement devenu effectif qu'au tout début de 2020. Et là, on voit bien deux dynamiques de départ totalement différentes. D'un côté, le Brexit, un retrait volontaire, une décision souveraine du Royaume-Uni, encadrée par l'article 50. De l'autre, le départ de la Russie du Conseil de l'Europe en 2022. Là, c'était un départ sous pression. En fait, la Russie s'est retirée juste avant de se faire exclure formellement à cause de l'invasion de l'Ukraine. On n'est plus dans une dynamique de choix, mais de contrainte. Ok, mais que se passe-t-il si un pays enfreint les règles, mais sans pour autant vouloir partir? Est-ce qu'il existe une sorte de banc de pénalité? C'est une question qui revient très souvent, et c'est une très bonne question. Est-ce que l'Union européenne peut, purement et simplement, expulser l'un de ses membres? Et la réponse directe, c'est non. Les traités ne prévoient pas de clause d'exclusion. Par contre, ils prévoient un mécanisme de sanction qui est extrêmement puissant, la suspension des droits. Cet outil, c'est le fameux article 7. On le surnomme l'option nucléaire. Pourquoi? Parce qu'il permet de priver un État de certains de ses droits les plus importants, notamment son précieux droit de vote au Conseil. Il ne peut être activé qu'en cas de violation grave et persistante des valeurs de l'Union.
Le seuil politique pour l'activer est si élevé qu'il a déjà été déclenché, notamment contre la Pologne et la Hongrie, mais il n'a jamais été mené jusqu'au bout. Toutes ces règles, que ce soit pour rentrer, pour sortir ou pour être sanctionné, ce ne sont pas juste des mécanismes techniques. En réalité, elles dessinent les contours d'une question beaucoup plus vaste. Quel avenir pour le projet européen ? Finalement, toutes ces procédures complexes nous ramènent à l'objectif de départ. Comme le dit le préambule du tout premier traité européen, en 1951, le but était de substituer aux rivalités séculaires une fusion des intérêts essentiels. Tout ça pour construire une paix durable. Au fond, derrière chaque article de traité, chaque procédure, on retrouve la même tension fondamentale qui anime l'Europe depuis ses débuts. Une tension entre la volonté de bâtir une communauté toujours plus soudée et la souveraineté des États qui la composent. La question reste donc grande ouverte. Le futur de l'Europe, ce sera plus d'intégration ou d'autres départs?